Partie importante de mon travail, quand j'écris, consiste à réunir de la documentation dans des proportions plus ou moins importantes selon le sujet. Par exemple, pour un album de bande dessinée historique, il y aura pas mal d'iconographie à fournir. Sur de l'imaginaire, il y a aussi curieusement de la documentation à réunir, même si elle est parfois d'une nature un petit peu différente. Mais en cela, j'ai rien de particulièrement original. Un exemple de volonté documentaire de ce genre, c'est celui du compte à rebours. 3, 2, 1. Fritz Lang est considéré comme un grand cinéaste visionnaire. On n'en finit pas de décortiquer Métropolis, par exemple, avec ses paysages urbains démentiels et sa vision glaçante d'une société stratifiée. À tel point que ce film a servi d'inspiration à pas mal de continuateurs et que le robot Maria, pour ne citer qu'elle, est la maman de C3PO dans Star Wars. Métropolis n'est pas sorti de nulle part et on peut retrouver ces bâtiments gigantesques dans le travail de l'architecte Hugh Ferris, réuni 2 ans plus tard dans l'ouvrage Metropolis of Tomorrow. On retrouvera des traces du travail de Ferris jusque dans la Gotham City, créée par Anton Furst pour les films de Tim Burton. Le film qui nous intéresse aujourd'hui est un peu moins connu. Il s'agit de La Femme dans la Lune, sorti en 1929, soit 2 ans après Metropolis. Ce n'est pas le premier film traitant de voyage spatial, bien sûr, et de loin, mais le premier, peut-être, à le faire d'une façon aussi réaliste. Il renvoie aux oubliettes, les canons géants à la Jules Verne, ou les espèces de dirigeables à hélice des films de science-fiction qui l'ont précédé. 40 ans avant que l'homme ne pose réellement le pied sur la Lune, le film se permet d'anticiper sur les lancements spectacles de la NASA, les systèmes mobiles permettant de déplacer le vaisseau à la verticale de son hangar géant jusqu'au pas de tir, et il se paye même le luxe d'inventer le compte à rebours avant un lancement de fusée. C'est la toute première fois qu'une telle scène est montrée au public. Nous voilà donc au cœur de notre sujet. Parce qu'à la fin des années 20, c'est simple, l'astronautique, ça n'existe pas. La première fusée à carburant liquide, celle de Robert Goddard, a été tirée en 1926 et c'est une cage à poules un peu ridicule qui n'est montée que d'une vingtaine de mètres. Mais à l'époque, c'est déjà un exploit considérable, même si sa portée n'est pas apparente. En Allemagne, qui sera plus tard une pionnière des fusées pour le meilleur et pour le pire, les milieux universitaires ne prennent pas encore le sujet au sérieux. Les scientifiques qui veulent travailler dessus sont obligés d'aller passer leur thèse ailleurs. Alors, où diable Fritz Lang a-t-il été chercher sa documentation? Au générique, on retrouve un certain Hermann Oberth, comme conseiller scientifique. Et justement, en 1922, sa thèse sur les fusées a été qualifiée d'utopique par l'université de Göttingen. Il est du coup allé la soutenir en Roumanie l'année suivante. Rentré en Allemagne, il anime un petit groupe travaillant dans son coin et dont l'indifférence quasi générale sur ces sujets. À la décharge des directeurs de thèse de Göttingen, Oberth est venu leur parler d'engins devant voler à 7 km par seconde pour échapper à l'attraction terrestre, quand l'avion le plus rapide de l'époque monte péniblement à 375 à l'heure. En tout cas, Oberth est considéré aujourd'hui comme un des pères fondateurs de l'astronautique, dans la continuité directe du mathématicien russe Konstantin Tsiolkovsky qui, dès 1902, publiait déjà les vitesses nécessaires à se mettre sur orbite et même à aller vers l'infini et au-delà, lorsque les frères Wright n'en étaient qu'à faire décoller de 50 cm des cages à poules. Oberth, lui, a été un des pionniers des propergoles liquides, et il fera partie plus tard des conseillers de Werner von Braun à la NASA. C'est par exemple Oberth qui a démontré par le calcul la nécessité des fusées à plusieurs étages, et cet aspect est d'ailleurs répercuté dans le film de Lang. Tous ces éléments qui nous semblent devenus absolument consubstantiels du vol spatial, et qui sont déjà présents dans le film, viennent d'Oberth. Cette caution scientifique se voit dans le soin apporté aux détails et à l'aspect parfois très didactique du récit, qui par ailleurs se concentre, dans sa première partie, sur le vol des plans de la fusée dans le plus pur style de ce que seront plus tard les aventures de Tintin et Milou. D'ailleurs, un des personnages fera le voyage vêtu de culottes de golf. On peut probablement attribuer le côté financier et cosmopolite des méchants à la scénariste Thea von Harbou, épouse du réalisateur, que ses engagements politiques éloigneront quelque peu de son mari dans les années 30. Et notons au passage que si Oberth ne participe pas aux recherches sur les armes allemandes, c'est principalement parce que l'explosion d'un prototype lui a partiellement ôté la vue. Mais Von Braun, le maître d'œuvre du V2,
qui en prévoit d'ailleurs déjà des versions intercontinentales à plusieurs étages, a été son élève pendant plusieurs années. Le sens du détail de Lang et Hobart va jusqu'à l'installation de sangles partout dans l'habitacle pour permettre aux vaillants conquérants de la Lune de se déplacer malgré les effets de la pesanteur. Effets, hélas non montrés dans le film, sans doute faute de moyens techniques pour le représenter efficacement. De même, le vaisseau embarque des scaphandres, mais ils ne seront pas utilisés, la zone de débarquement sur la Lune étant fort opportunément pourvue d'une atmosphère. Il faut y voir un effet de style hérité de H.G. Wells, et sans doute une volonté de Lang d'insister sur l'aspect merveilleux du voyage, sans livrer à son public des images inquiétantes de spectres pathos en armure. Mais on peut voir dans le souci du réalisme technique la patte d'un Hobart déjà en phase de réflexion poussée sur ce qu'allaient être par la suite les conditions du vol spatial. Au moment où est tournée La Femme dans la Lune, c'est à Prague que le Slovène Herman Potočnik, alias Herman Nordung, passe sa propre thèse. Lui, il est déjà passé à l'étape suivante. Sa thèse porte sur l'habitat spatial de longue durée et la station orbitale en forme de roue, qu'on verra 40 ans plus tard dans un certain film de Stanley Kubrick, y est déjà décrite et calculée dans ses moindres détails. La science-fiction, tout comme la recherche fondamentale, se doivent de devancer le réel et la technique pour pouvoir les anticiper. Ce que je trouvais pas tant là-dedans, c'est que Fritz Lang soit allé se documenter sur quelque chose qui n'existait pas encore. Et surtout qu'il ait réussi à trouver. Peut-être que c'est ça, en fait, être visionnaire. Allez, bonne soirée.